Bonsoir Bruno David. Bonsoir. Paléontologue, donc biologiste, chercheur au CNRS et surtout président du Muséum d'histoire naturelle, national d'histoire naturelle quand même, j'oublie pas le national. Et alors vous nous emmenez sur vos traces de scientifiques aventuriers, on peut le dire comme ça, en nous faisant découvrir le monde vivant, voilà, c'est chez Grasset. Alors, c'est un regard avec beaucoup de malice, finalement, c'est un peu votre mantra, et ça m'a fait penser d'ailleurs à votre confrère Yves Coppens, dont on a appris la mort hier, et beaucoup, finalement, lui doivent leur passion de la préhistoire. Oui, bien sûr. Alors, on est tous tristes parce que Yves était un collègue absolument formidable. Vous le connaissiez bien. Oui, je le connaissais bien. On se voyait très régulièrement parce qu'on était tous les deux dans le conseil d'administration de l'Institut de paléontologie humaine. Donc on se voyait plusieurs fois par an et je le connaissais bien sûr d'avant aussi. Et ce que je retiens de lui, c'est ce regard malicieux, quoi. Oui, voilà, c'est cette malice, c'est cette façon de raconter les choses. C'était un très grand conteur, un grand scientifique bien sûr, mais en même temps un très grand conteur. On rappelle que c'est lui qui a découvert Lucie. Lucie, australopithèque de 3 millions. 3,5 millions. 3 millions 250 000 ans. Dont le facsimilé du squelette, puisque l'original est resté en Afrique, mais le facsimilé du squelette se trouve au Musée de l'Homme, et vous pouvez le voir dans la galerie permanente du Musée de l'Homme. Alors, comme Yves Coppens, vous nous transmettez finalement votre passion à vous pour l'évolution du monde, et on la ressent bien dans votre livre. D'ailleurs, vous l'avez conçu, vous dites, comme une recette savamment dosée entre eux. Alors, je vous cite micro-organismes, végétaux, animaux, sans oublier les minéraux, avec un fil conducteur, donc, nous faire dresser les oreilles. C'est la meilleure façon, finalement, de nous concerner tous. Oui, on raconte des petites histoires. C'est raconter des petites histoires. Chaque petite histoire peut se lire en 2 minutes à peu près, hein. C'est très bref finalement. On raconte une petite histoire où on va parler de nature, puis on va parler de culture. Donc on va passer d'une espèce à l'autre, dans le désordre le plus total. On passe d'une espèce vous dites qu'on peut piocher dans le bouquin. On peut y aller complètement au hasard, on peut l'ouvrir au hasard, on pioche dans le désordre le plus total. Et à chaque fois, on raconte cette petite histoire où on va parler de nature, de biologie, quand c'est une espèce vivante. Et puis, on va aussi vous parler de culture, de la manière dont cette espèce, elle apparaît dans les légendes, elle nous sert de nourriture, elle nous sert de médicaments, elle nous sert d'animal domestique, etc. Et ça permet de mieux comprendre finalement. Et ça permet de nous replacer au cœur du monde vivant et de montrer à quel point on est lié à ce monde vivant. En vrac, vous parlez des poux qui nous démangent le crâne, du régalec, le roi des harengs, en passant par le blob ou le pangolin. Mais quand même, ce qu'on sait, c'est que finalement, on n'a jamais plus de sympathie que pour les animaux qui sont proches de nous, qui nous semblent proches de nous. Il y a même une étude, je crois, qui l'a prouvé. Il y a une étude du muséum qui montre que plus des espèces sont proches de nous dans l'arbre du vivant, donc généalogiquement parlant, plus on a d'empathie pour elles. Donc on va mieux aimer les primates, après les carnivores, après un certain nombre d'autres animaux, on va moins aimer les poissons. Et puis il y a quand même une exception dans tout ça. Laquelle ? Ce sont les arbres. Ah, les arbres, d'ailleurs, nous adorons les arbres. Ouais, on adore les arbres, même si finalement, même si on est très loin des arbres. Très loin des arbres. On a quand même les pieds bien sur terre, comme leurs racines. Voilà. Et d'ailleurs, vous parlez de cet arbre qui a attiré mon attention, le quinquina. Oui. C'est pas une céréale, c'est un arbre, le quinquina. On le connaît assez peu, pourtant c'est grâce à lui qu'on peut faire certains de nos cocktails. Voilà, le Schweppes, pour donner une marque commerciale sur votre antenne. Parce que c'est en gros l'Indian tonic, comme on appelle ça, en fait, c'est cette poudre amère. Et c'est la quinine aussi. La quinine, voilà. C'est l'origine de la quinine, donc un antipaludéen. Et quand on est au XVIIe siècle, on appelle ça la poudre des jésuites, parce qu'il y a une filière... C'est pas la French Connection, c'est la Jesuit Connection. Qui utilise cette poudre. Qui utilise cette poudre pour soigner en fait le clergé, notamment à Rome, où il y a du paludisme à Rome. Il ne faut pas oublier qu'à ces époques-là, il y avait du paludisme en Europe. Donc ils se soignent comme ça. On soigne un enfant de 11 ans à ce moment-là avec cette poudre, et cet enfant, c'est le futur Louis XIV. Pas n'importe qui. Alors après, au XVIIIe siècle, on est en 1730, 1740, on envoie une expédition pour essayer de comprendre d'où ça vient exactement, parce qu'on ne sait pas bien. Ça s'appelle quinquina, parce que c'est un mot quechua qui a été déformé. Et on se rend compte que l'arbre que les quechua appellent quinquina, ce n'est pas le bon. Ah. Il faut en trouver un autre. Et donc, ils en trouvent un autre d'arbre qui, lui, est vraiment celui qui donne la quinine, qui va être extraite de manière un peu plus industrielle au XIXe siècle seulement, puis transformée, et ça va tout donner. On aura la quinine, qui est cet antipaludéen, qui est extraite de ça, et qu'on va retrouver dans le Schweppes. Et comme vous dites, ça s'appelle Indian Tonic, mais ça ne vient pas du tout des Indes, parce que c'est les Anglais qui buvaient de ça en Inde
pour une plante qui vient d'Amérique. Enfin, tout est faux là-dedans. Mais vous rétablissez la vérité et c'est une très belle histoire. Petite devinette, qu'est-ce qui mesure 3 cm, pèse une dizaine de grammes et peut arrêter un bulldozer de 10 tonnes? Alors... Bien sûr, le pic-prune. Ah bon, le pic-prune. Le pic-prune, alors qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est? C'est un cousin des hannetons et des cétoines, qui sont ces petits scarabées, vous en voyez un à l'écran. C'est pas très beau, c'est pas magnifique, mais c'est une toute petite bestiole, et il se trouve qu'elle est classée comme espèce à protéger de manière absolue par l'Europe, par des conventions internationales, dans la Convention de Washington. Donc elle a le même statut que le loup, le lynx. On ne peut pas bouger le pic-prune. Et dans les années 90, on fait l'autoroute A28 pour aller dans le sud-ouest de la France. Et il y a un pic-prune sur le passage. Il y a une colonie de pic-prune. Et ça bloque le chantier? Le chantier a été bloqué pendant 8 ans. Tout ça, il a fallu faire un détour à l'autoroute pour passer à côté du pic-prune, qui vit dans des arbres, un peu des saules têtards, des frênes têtards, enfin des arbres qu'on taille. Il va manger des champignons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous sert d'espèce parapluie. Alors, une espèce oui, parce que pourquoi c'est une espèce protégée? Alors, elle est protégée parce qu'il est rare, en fait. Mais c'est une espèce parapluie. On va protéger le tigre parce que c'est une espèce parapluie qui va permettre de protéger la forêt équatoriale. Ouais. Et généralement, on protège les grosses bêtes qui sont ces espèces parapluies. Mais là, on va protéger un petit scarabée qui sert d'espèce parapluie parce qu'on va protéger en même temps des oiseaux, des chauves-souris, des arbres, etc. Et donc, on va protéger tout un écosystème en protégeant le pic-prune. Voilà, le pic-prune, très utile, qui n'est pas un canon de beauté entomologique, dites-vous. Voilà. Alors, dans votre livre, il y a aussi des astuces qui peuvent toujours servir. Je vous les donne. Vous pouvez toujours essayer chez vous. Alors, vous nous dites comment protéger notre maison de la foudre ou comment gagner au casino. Et alors, c'est pas banal pour un paléontologue comme conseil. Allez-y, je vous laisse nous le dire. Donc, vous savez ce que c'est qu'un oursin. Il y a des oursins fossiles et des oursins fossiles qui ont des formes un petit peu particulières, qui ressemblent à des cœurs, qui étaient des bestioles qui vivaient enfouies dans la vase ou dans le sable. Voilà, qui s'appellent cœurs de pierre. Cœurs de pierre, non, donc ça s'appelle, oui. Puis ils ont vraiment des noms de cœurs. On les appelle cortestudinarium, qui veut dire cœur de tortue, coranguinum, qui veut dire cœur de serpent. Donc on trouve ces oursins dans des terrains du Crétacé, dans la Craie par exemple, en Normandie. Vous allez en trouver facilement. Ils sont assez gros, hein, ils font 5 cm. C'est quand même déjà un caillou un petit peu gros. Alors, si vous mettez ça sur le rebord de votre fenêtre, votre maison va être protégée, bien sûr, et vous allez pouvoir vous nourrir toute l'année. Si vous jetez cet oursin par-dessus le toit de votre maison, alors il ne faut pas que le toit soit trop haut, vous allez la protéger de la foudre. Et puis surtout, alors c'est pas très, très intéressant à faire, peut-être que je vous le déconseille quand même, si vous crachez sur cet oursin et que vous le jetez par-dessus votre épaule gauche, on peut toujours essayer. Ça va vous porter bonheur et vous allez gagner au casino. Ah, bah alors ça vaut le coup. Il faut trouver d'abord un oursin cœur de pierre, ensuite pouvoir cracher dessus, je le mettre par-dessus l'épaule et après trouver un casino. En Normandie, c'est très facile à trouver. Hein. Bon, c'est évidemment un clin d'œil, mais ce sont des légendes que vous nous avez données, qui sont des légendes réelles, qui entourent tous ces animaux. Je ne sais pas si cette espèce d'oursin est un animal, d'ailleurs. Ah, bien sûr. Ah, voilà, alors cet animal, exactement. Il y a d'autres pouvoirs exceptionnels que vous développez dans les légendes. Par exemple, la salamandre, animal fétiche de François Ier. On a longtemps cru qu'elle pouvait survivre au feu. Peut-être juste en guise de conclusion, puisqu'on a fini, la science, c'est ça, expérimenter finalement... Oui, c'est ça. Pour la salamandre, Maupertuis, comme elle a la réputation de résister au feu, il prend une salamandre, il la jette dans le feu et il constate qu'elle n'a pas résisté au feu. Alors, scientifiquement, c'est extrêmement rationnel. Après, par rapport à ce qu'on peut considérer aujourd'hui dans les canons du respect de la vie animale, c'est pas terrible quand même. Plein d'autres anecdotes sur le monde vivant chez Grasset, coécrit avec Guillaume Lecointre. Merci beaucoup Bruno David. On peut aussi vous écouter sur France Culture tous les samedis, voilà, à 16h45 pour vos chroniques, le pourquoi du comment, science, c'est passionnant. Merci encore à vous. Et puis à noter, France 5 qui rend hommage à Yves Coppens en lui dédiant 2 documentaires. Et ça sera ce soir à partir de 21h. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, consacrée à l'allocution d'Emmanuel Macron. Bonne émission.